Alors, dans la catégorie de ces immenses sportives résistantes qui ont eu la flemme diadique, pour aller vite, diadique, c'est l'inverse de intersexe. Depuis les années 2000, dans le monde du sport, des contrôles de sexe sont exécutés sous la forme de dosages hormonaux. Qu'est-ce qui est contrôlé, si vous voulez? Ce sont les taux d'androgène. J'y reviendrai. Les institutions sportives internationales vont ériger la testostérone en hormone miracle de la performance et vont en faire de ce fait le critère déterminant au centre de l'idée d'équité dans la catégorie femmes, mais sans aucun fondement scientifique. Un taux considéré comme excessif de testostérone, qui est pourtant produit naturellement chez certaines sportives, va être l'objet, dès 2011, de nouveaux règlements concernant ce qu'ils vont appeler l'hyperandrogénisme. Qu'est-ce que l'hyperandrogénie? Eh bien, ça désigne une production jugée excessive d'hormones androgènes, en particulier la testostérone. Et ces sportives, ces athlètes, désignés comme hyperandrogènes, vraiment entre guillemets parce qu'on n'appelle pas d'une femme qui est très grande une hyper grande, doivent désormais se soumettre à des traitements médicaux pour abaisser leur taux de testostérone sous les seuils réglementaires, un dopage à l'envers. Ces seuils oscillent au cours du temps et selon les fédérations entre 10,5 et 2,5 nanomol par litre de sang. En 2014, la sprinteuse indienne Dutee Chand, qui a 18 ans, va se voir interdire la participation aux Jeux du Commonwealth en raison d'une, entre guillemets, hyperandrogénie. Elle va alors se battre et déposer une plainte auprès du tribunal arbitral du sport, le TAS, en expliquant qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit subir une hormonothérapie, ou même des opérations qui ont été recommandées pour normaliser leurs organes génitaux, alors qu'elle n'a pas triché, et que si elle avait un avantage estimé, ces avantages sont liés à la production naturelle de son corps. En 2000, TAS va lui donner raison et va demander à la Fédération internationale d'athlétisme de suspendre son règlement. Il pointe un manque de preuves scientifiques qui attestent de l'impact du taux de testostérone sur la performance sportive. Un délai de 2 ans va être accordé pour fournir de telles preuves. Et en juillet 2017, la Fédération internationale d'athlètes va publier une étude basée sur plus de 2000 individus qui va conclure à une corrélation entre taux de testostérone et performance dans certaines disciplines. Cette étude va être très critiquée parce qu'elle présente d'énormes biais qui font douter de la robustesse des résultats. Et même la flemme, les auteurs vont publier en 2021 un rectificatif reconnaissant le caractère exploratoire de leur travail et leur manque d'informations pour conclure à un réel avantage chez les personnes qui présenteraient un taux de testostérone élevé produit naturellement. Malgré tout, la Fédération internationale d'athlètes va maintenir l'existence d'un seuil maximal de testostérone autorisé chez les femmes dans son nouveau règlement de 2018 et il va abaisser la valeur de moitié du 400 mètres au miles. Vous avez un cas très célèbre, celui de la coureuse sud-africaine Caster Semenya qui se bat depuis maintenant plus de 15 ans. À la suite de sa victoire en 2009 au championnat du monde d'athlétisme, elle va passer énormément de tests qui vont révéler un hyperandrogénisme. Elle va être exclue de toute compétition, ça va être terrible. Elle va contester à son tour ce règlement auprès du TAS qui va le juger discriminatoire, mais je cite, nécessaire pour préserver l'intégrité des compétitions des femmes. Or, Semenya est virée. Semenya perd à nouveau en appel devant le tribunal fédéral suisse et ne peut de ce fait participer aux championnats du monde de 2019, aux Jeux olympiques de 2021, tout comme la coureuse kenyane Margaret Wambi, l'athlète burundaise Francine Niyonsaba, à moins qu'elles se soumettent, pour abaisser leur taux de testostérone, à des traitements médicamenteux présentant de très nombreux effets secondaires. Troubles diurétiques, intolérance au glucose, résistance à l'insuline, fatigue, maux de tête, bouffées de chaleur. Ces femmes ne sont pas malades, elles ont des corps sains. En novembre 2020, Semenya va contester le règlement de World Athletics sur l'hyperandrogénisme devant la Cour européenne des droits de l'homme. Non sans critiquer publiquement l'arbitraire totalement absurde de ces règlements. Sur Twitter, elle va dire, à l'époque, selon World Athletics et ses membres, je suis un homme quand il s'agit de 400 mètres, 800 mètres et 1005, 1006, puis une femme lorsqu'il s'agit du 100, du 200 mètres et des plus longues distances. Rendez-vous compte de l'absurdité de ces règlements. Des athlètes comme Semenya et d'autres peuvent parfois produire plus de testostérone que la moyenne, peuvent avoir des caractéristiques atypiques et bénéficier en conséquence d'une supériorité physique. Encore faudrait-il que les scientifiques soient d'accord, s'accordent et parviennent à prouver que seule leur production de testostérone naturelle leur confère un avantage physique et sur quelle discipline.
Mais quand bien même cette inégalité ne serait-elle pas alors aussi naturelle, par exemple, qu'une très grande taille, que le rythme cardiaque plus lent de bien des athlètes d'exception? Il faut se poser cette question. Car il existe des avantages et des désavantages innés que le classement par sexe, par taille, par âge, etc. ne suffit pas à niveler. La production de testostérone de ces athlètes et leurs caractéristiques sexuées sont naturelles, endogènes, et à cet égard, c'est un atout comparable à celui qu'offre un cœur qui bat lentement. Au nom de quoi est-il légitime de pénaliser une différence naturelle et pas une autre? Si vous voulez, toutes ces interrogations remettent également en cause la notion d'équité entre athlètes, car l'égalité génétique n'existe pas, y compris entre personnes du même sexe. L'enjeu de ces problématiques dépasse la seule assignation de sexe, et elle se pose en réalité en ces termes. Comment légiférer sur un critère aussi indéterminable que l'avantage physique? Il ne suffit pas d'être grand pour être champion olympique de basket. Pour comprendre l'accès à la très haute performance sportive, il est urgent de comprendre que les composantes sociales, culturelles, économiques, environnementales, politiques, psychologiques et génétiques et biologiques forment un ensemble complexe, indissociable, et ce pour tous les êtres humains. Il faut cesser de porter atteinte à l'intimité de ces athlètes. Ça devient une nécessité, tout comme éviter de recentrer les débats, à l'instar de très nombreux acteurs politiques, scientifiques et médiatiques, sur des polémiques peu constructives, comme on a pu le voir cet été avec la boxeuse algérienne Imane Khelif. Il faut replacer une approche respectueuse et humaine au cœur de ces discussions. Ça apparaît comme une priorité, car il y a des vies humaines qui sont directement concernées, des passions, des athlètes exceptionnels. Il importe également de remettre en question l'attention disproportionnée accordée à ces sujets, notamment lorsque le sport des femmes est associé à des sportives dont l'appartenance au sexe féminin est contestée. Une telle focalisation soulève des interrogations sur les motivations, les implications, en particulier lorsqu'elle provient de personnes qui connaissent totalement l'histoire et les enjeux des sports des femmes et qui ne s'y intéressent que lorsqu'il est question de performance ou de corps perçus comme atypiques selon les normes dominantes. L'affaire d'Imane Khelif cet été, au JO de Paris en 2024, illustre parfaitement les dynamiques abordées dans cet entretien. Il est tout aussi essentiel de se pencher sur le traitement médiatique et politique, ainsi que sur le harcèlement global dont Caster Semenya, Dutty Chand et maintenant cette jeune boxeuse algérienne exceptionnelle ont été victimes. Souvent, ces femmes sont issues de milieux socio-économiques très pauvres, très modestes. Imane Khelif a par exemple trouvé dans la boxe une passion et un but de vie qui méritent toute notre attention. Ce qui devrait être mis en avant, c'est leur trajectoire exceptionnelle, leur force mentale remarquable et les déterminants psychologiques qui leur ont permis de surmonter ces vagues mondiales d'hostilité. Leur exploit mérite d'être reconnu dans toute leur grandeur, en parallèle des épreuves qu'elles ont subies, ces athlètes. Une attention intrusive portée à leurs caractéristiques physiques sexuées, allant jusqu'à scruter leur intimité, leur sexe, leurs chromosomes, leurs attributs sexués, c'est monstrueux. Cette polémique, malheureusement récurrente dans l'histoire du sport, soulève des questions profondes sur les dynamiques de violence faites aux femmes, d'exclusion et de marginalisation. Ces discussions, il faut que vous le sachiez, ne peuvent que nuire à toutes les sportives qui risquent un jour d'en subir des répercussions. Il semble vraiment urgent et nécessaire de réfléchir à ce qui motive cette crainte face à ces athlètes hors normes ou exceptionnelles. Elles pourraient toutes pourtant rendre les compétitions des femmes plus spectaculaires et contribuer à réinterroger les représentations trop souvent figées des performances des femmes dans le sport. Même dans l'hypothèse où ces athlètes présenteraient des caractéristiques chromosomiques ou sexuées atypiques. Leur parcours, leurs performances et les valeurs qu'elles incarnent illustrent la force et l'exigence requise pour devenir championne olympique. Alors plutôt que de focaliser sur des débats autour de prétendus avantages indéfinissables, il convient de reconnaître que le sport de haut niveau recherche toujours l'exceptionnalité. Léon Marchand, Victor Wembanyama, 2,24 m, et cela dans toutes les catégories, femmes et hommes. Pour finir, il me semble urgent de mettre fin à l'idée selon laquelle réguler de prétendus avantages naturels servirait à protéger la catégorie femmes. Ces pratiques risquent de créer des divisions et d'entretenir des inégalités au sein des sportives elles-mêmes. Il est important d'admettre que dans toutes les catégories, femmes, hommes, il existe des athlètes aux caractéristiques physiologiques et biologiques hors normes. Reconnaître cela
permettrait enfin de dépasser les oppositions et de valoriser pleinement la diversité et l'excellence dans le sport, chez les hommes comme chez les femmes.